On va faire un petit tour du panneau animation dans Duik, qui est, comme son nom l'indique, le panneau bien utile quand on est en train d'animer un personnage. Alors, j'ai commencé à animer ce squelette, pour vous montrer un peu les différents outils. Le premier, tout simple, comme son nom l'indique, va sélectionner des images clés. Évidemment, on a des options pour choisir quelles images clés on sélectionne et comment on les sélectionne. Par défaut, Duik va sélectionner toutes les images clés de la zone de travail, sur les contrôleurs de la compo, en prenant les transformations, les masques et les effets. On peut changer un petit peu toutes ces options dans le panneau des options ici. Comment ça marche après, une fois qu'on a choisi nos options, simplement on clique sur le bouton et Duik sélectionne les clés. Les deux outils suivants sont aussi simples, il y a un souci dans After, c'est qu'on ne peut pas copier les images clés de plusieurs calques à la fois. Ici, si je veux copier-coller les images clés de mon calque, de tous mes calques d'un coup, alors je vais utiliser plutôt le panneau de Duik, copier et coller, colle les images clés sur les mêmes calques à l'instant courant. Il y a des petites options qui peuvent être bien utiles en plus de ça. C'est au moment de coller qu'on va pouvoir changer ces options. Par exemple, ici, si je voulais préparer un deuxième pas, alors je pourrais pas copier et coller les pieds, puisque le pied gauche et le pied droit s'inversent, par contre je pourrais me dire que tout le haut du corps, la tête et compagnie, je voudrais copier-coller les clés pour le cycle suivant, donc je pourrais prendre simplement toutes ces clés de la partie haute, copier l'animation. Le problème c'est que si je la colle, alors le personnage revient à son point de départ, puisque on a exactement la même animation. Par contre, ce que je peux faire, c'est que en collant l'animation, je vais en fait maintenir le bouton CTRL. Et si je maintiens CTRL au moment de coller, alors l'animation se colle à partir de l'endroit où était le corps. Donc il fait le pas suivant. Premier pas, deuxième pas. Voilà, tout simplement, je maintiens CTRL et ça fait un offset. L'autre option qui peut être intéressante, c'est que si par exemple, au contraire, je voudrais que mon personnage fasse un pas en arrière après avoir fait ce pas en avant, je pourrais simplement la copier toutes les clés de l'animation. Et cette fois-ci, je vais maintenir Alt au moment de les coller pour inverser dans le temps l'animation. Et là, du coup, j'ai l'animation qui se fait en arrière. J'ai un pas en avant, un pas en arrière. Voilà pour ces outils de copier-coller l'animation. Si vous voulez voir un peu plus d'options, Shift, clique sur le bouton coller pour voir d'autres options. L'interpolateur, c'est un outil qui, comme son nom l'indique, va contrôler les interpolations de vos images clés, sans utiliser des courbes de Bézier de After Effects, en fait. Ça, je vais vous le montrer dans une autre composition avec quelque chose de très simple. Je vais simplement ajouter un cercle au milieu de cette composition, et je vais mettre deux images clés linéaires. Et sur cette propriété, au lieu de travailler mon lissage avec After Effects, je vais utiliser l'interpolateur. Les options se retrouvent dans les effets, comme beaucoup d'outils de Duik, et par défaut, Duik crée une interpolation qui utilise une fonction de Gauss, gaussienne, qui est une fonction que personnellement j'aime beaucoup, parce qu'elle fait un lissage qui est très naturel, qui évoque facilement un mouvement humain, en tout cas le mouvement d'un personnage. On va regarder la courbe d'animation ici, ce sera plus parlant pour comprendre ce que font les différentes fonctions de cet interpolateur, et je vais même d'ailleurs séparer les dimensions pour vous montrer juste sur la courbe en X. Et je vais demander à After Effects d'afficher la courbe résultat de l'expression. Donc la première option permet de choisir le type d'interpolation, et le bouton en dessous, le Rate, va être ce qui permet de régler l'interpolation. Par exemple ici, si je l'augmente ou si je le diminue un petit peu avec ma courbe gaussienne, vous voyez, je change la forme de la courbe d'interpolation. En fait, si je l'augmente, je me rapproche d'une courbe où l'accélération et le ralenti sont les mêmes, ce qui n'est pas le but d'ailleurs avec le gaussien, puisque l'intérêt de l'interpolation gaussienne, c'est que l'accélération est plus dynamique que le ralenti, c'est ça qui donne le côté très très naturel de cette interpolation, j'aime beaucoup. Sinon, après, on a d'autres options qui peuvent être utiles pour différentes choses. Je passe sur aucun qui utilise les images clés, c'est pour désactiver l'effet parce que tout ça est animable, ce qui permet d'utiliser que à certains moments de la composition. Linéaire fait une interpolation linéaire, Bézier va faire une interpolation de Bézier, mais un peu différemment de celle d'After Effects. C'est-à-dire que c'est vraiment une interpolation faite avec la formule de Bézier, sauf qu'on ne contrôle pas directement les tangentes dans After Effects, on va simplement contrôler, encore une fois, la valeur ici en dessous, qui permet de contrôler la longueur des deux tangentes à la fois, tout simplement. Donc ce qui permet de contrôler cette courbe de Bézier de manière assez facilement. Plus j'augmente la valeur, plus je tire sur la tangente, c'est-à-dire plus j'ai d'amorti. Et puis si je veux changer un petit peu la forme de la courbe, dans les options de Bézier, j'ai ce pourcentage d'entrée-sortie. À 50%, la courbe est symétrique, l'accéléré et le ralenti sont exactement identiques. Et si je diminue le pourcentage, j'ai plutôt une accélération brutale pour un ralenti très fort, qui se rapproche un peu de ce que fait la fonction de Gauss que je venais de vous montrer, mais un peu moins propre que celle de Gauss. Et si au contraire j'augmente au-dessus de 50%, j'ai l'effet inverse, c'est-à-dire que j'ai un accéléré très lent pour un arrêt très brutal à la fin. Et dans les options avancées, on peut carrément aller jouer avec les tangentes indépendamment, entrée et sortie, si on veut, mais à ce moment-là, pourquoi ne pas plutôt utiliser les interpolations d'After Effects. Voilà. Gaussien, je vous ai montré.
Et les trois derniers sont un peu spécifiques. Le sigmoïde, je vais diminuer la valeur ici pour pas l'exagérer trop, fait une courbe parfaitement symétrique, un peu plus intéressante qu'en Bézier, avec un amorti et un ralenti très fort en fait, des deux côtés. Si je mets une valeur assez faible, vous allez voir qu'on tend vers une courbe linéaire. Du coup, il y a un arrêt un petit peu brutal, à la fin et au début, parce qu'on n'a pas fini de ralentir, mais en fait, l'intérêt de cette fonction, et en fait des trois dernières, c'est qu'on va pouvoir aussi travailler les extrapolations et non plus que les interpolations. Autrement dit, on va pouvoir contrôler ce qui se passe avant et après les images clés. C'est ça l'extrapolation, c'est ce qui se passe avant et après les images clés. Et si je suis sur une courbe comme ça, où l'objet ne s'arrête pas à l'arrivée et où démarre brutalement au démarrage, c'est-à-dire que le mouvement pourrait continuer, alors je vais pouvoir activer mes extrapolations en demandant à continuer sur la lancée où on était. Et quand j'active cette extrapolation en mode continuer, évidemment il faut bien cocher la case pour activer, alors vous voyez que Dewey continue sur la même fonction pour avoir une courbe parfaitement lisse. Ce qui permet en fait ici d'avoir un objet qui va ralentir mais ne jamais s'arrêter. Voilà, quelque chose qui est très difficile à faire avec les courbes de Bézier d'origine d'After Effects. Ça, c'est vraiment un des avantages de ces trois dernières courbes, c'est qu'en fait, comme le gaussien d'ailleurs, elles permettent de faire des choses qu'on ne peut pas faire en interpolation avec les interpolations d'After Effects. Ici, en l'occurrence, un objet qui va continuer après les images clés sur sa lancée, mais avec le même ralentissement entre guillemets. Donc ça, c'est le sigmoïde où on a une courbe identique avant et après les clés. Et on a un peu le même principe avec le logarithme et l'exponentielle. La seule différence, c'est que le sigmoïde accélère et ralentit, le logarithme va faire que ralentir, et l'exponentielle va faire que accélérer. Autrement dit, le logarithme est très pratique pour un objet qui arrive dans la composition. En général, en logarithme, on va mettre les clés au début de la composition, et puis on va même commencer en dehors de la composition, en l'occurrence, pourquoi pas. Et donc, l'intérêt du logarithme, pour une apparition comme ça, c'est qu'on va continuer l'extrapolation après les images clés, et on va avoir un objet qui arrive à toute vitesse, et qui ralentit sans jamais s'arrêter. Évidemment, on peut doser ce logarithme avec, encore une fois, la valeur rate, ici en dessous, la quantité, et ça va permettre comme ça de régler ce ralenti quand même, pour que l'objet puisse ralentir un petit peu, malgré tout. Et donc on a quelque chose comme ça qui est absolument impossible à faire en Bézier, puisque l'objet ne s'arrête jamais, il fait que ralentir jusqu'au bout de la composition. Ça c'est super intéressant, notamment pour les caméras, c'est très pratique. Et on va voir dans le tutoriel sur les caméras que en fait les caméras de Dewey utilisent ces fonctions-là pour pouvoir avoir des animations très fluides de caméra, très naturelles. Et donc comme je disais, l'exponentielle va faire exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on a un objet qui ne fait que accélérer, autrement dit là on va plutôt l'utiliser à la fin de la composition pour non plus une apparition, mais une disparition. Donc voilà les différents types d'interpolation qui sont dans l'interpolateur. Je vais revenir sur ma courbe en sigmoïde pour avoir un accéléré et un ralenti, et que l'objet continue un petit peu après et avant les images clés, et vous montrer les quelques options maintenant, non plus d'interpolation, mais d'extrapolation, c'est-à-dire ce qui va permettre de contrôler ce qui se passe avant et après les images clés. Je vous ai montré le mode continué qui continue sur le même mouvement, en fait, avant et après, donc ici j'ai une accélération à ralenti qui continue avant et après les images clés, pour un mouvement parfaitement fluide, impossible à faire en clé de Bézier d'After Effects. Et puis, j'ai d'autres modes. Constant n'est pas très utile, en fait c'est l'absence d'extrapolation, c'est-à-dire qu'on est sur du fixe. Je vais vous montrer sur la sortie, l'offset permet de répéter, c'est un cycle, répète l'animation, mais à partir du point d'arrivée. C'est exactement l'expression loop out offset de After Effects, à ceci près ici que, comme toutes les extrapolations, en fait, c'est animable. C'est pour ça qu'il y a une case pour désactiver et activer l'extrapolation. Je peux tout à fait, à n'importe quel moment, venir facilement désactiver une extrapolation pour que mon objet s'arrête à un moment donné. Vous voyez ici la courbe qui s'arrête. Je vais le faire à un endroit où on le voit dans la composition, à n'importe quel moment. Je peux utiliser les clés d'activation de l'extrapolation pour stopper une extrapolation. Autrement dit, stopper une boucle, animer une boucle. Ce qu'on ne peut faire que assez difficilement en expression, en fait. Le mode cycle, c'est comme l'offset, sauf qu'on revient au point de départ pour faire la boucle. Le mode ping-pong va faire des allers-retours entre la clé d'arrivée et la clé de départ, entre les clés en l'occurrence d'ailleurs. Tout ça, c'est comme l'expression loop-out de After Effects. Et enfin, les deux dernières extrapolations, là, c'est des choses que ne font pas l'expression loop-out d'After Effects. Le follow-through, c'est ce qui permet de faire un rebond élastique à la fin, tout simplement. Évidemment, par défaut, la valeur d'atténuation est à 0, donc l'objet ne s'arrête jamais, il ne fait que rebondir à la fin. Si j'augmente un petit peu cette valeur, je vais pouvoir avoir un rebond beaucoup plus naturel où l'objet ralentit et s'arrête.
C'est exactement les fonctions qui sont utilisées aussi dans le clétoyeur. C'est ce qui s'appelait le rebond dans les anciennes versions de Duik. On peut régler l'élasticité pour régler un peu la fréquence de ça, je rentre pas dans le détail, c'est pas la peine. Et enfin, pour terminer, le bounce, ici, c'est plus un rebond élastique, mais c'est un rebond où on cogne sur la valeur d'arrivée, entre guillemets. On tape dessus et on fait un rebond un peu comme une balle, en fait, tout simplement. Si je fais arriver mon objet un peu plus vite, vous allez voir un peu mieux l'effet. Dernière petite chose à savoir, c'est que les extrapolations fonctionnent dans les parties fixes aussi, même s'il y a encore d'autres images clés qui viennent plus tard. Si je remets des images clés ici, pour que mon objet s'en aille par exemple, je vais pouvoir, simplement en cochant pendant les parties fixes, en cochant cette case, je vais pouvoir avoir de l'extrapolation pendant les parties détectées où l'objet ne bouge pas. Ce qui me permet d'avoir mon rebond et de repartir après. Et évidemment, à la fin, par exemple, si je veux plus de rebond du tout, je vais dire que, à partir du redémarrage ici, je vais pouvoir animer ces deux valeurs pour désactiver mon rebond. Et comme ça, j'ai un rebond sur le premier arrêt, mais pas sur les suivants. Tout simplement. Et ça marche avec toutes les extrapolations, c'est-à-dire que Duik est capable de détecter les moments fixes pour faire l'extrapolation, et on peut choisir à quel moment on en veut, en animant simplement les valeurs pour activer ou désactiver les extrapolations en question. Donc voilà l'interpolateur, ne pas oublier que tout est animable, donc on peut très bien utiliser un certain type d'interpolation à un moment donné pour le désactiver et revenir sur les clés de After Effects, ou changer de type d'interpolation en fonction des moments de la composition, par exemple passer de logarithmique à exponentielle pour faire à la fois une apparition et une disparition. Tout est possible assez facilement, c'est un outil assez complet. Un peu plus compliqué que le clétoyeur, mais très très puissant pour les gens qui veulent faire des interpolations qui sont autrement très difficiles à faire avec les courbes de Bézier d'After Effects. Je vais passer assez vite sur l'objet pour déplacer les points d'ancrage, très simple, permet en fait, quand on a un calque sélectionné, de placer son point d'ancrage où on veut, quel que soit le type de calque. Ce qui est intéressant avec cet objet-là, c'est qu'on peut utiliser une marge aussi pour que le point d'ancrage soit décalé par rapport au coin où on demande, dans un sens ou dans l'autre, vers l'intérieur ou vers l'extérieur, autrement dit. Ça marche évidemment sur plusieurs calques à la fois, c'est là où c'est bien pratique. C'est que je vais pouvoir placer le point d'ancrage sur plein de calques à la fois, voilà, en utilisant la même marge partout. Il y a aussi la possibilité de placer le point d'ancrage en prenant en compte les éventuels masques qui auraient été tracés sur l'objet, et à ce moment-là, cet outil va placer le point d'ancrage en fonction des masques. Donc je peux centrer le point par rapport au masque sur le calque, ou bien par rapport au calque lui-même, et ça marche sur tous les calques qu'on veut à la fois. Donc petit outil très simple, mais bien utile. Je peux de la même manière passer assez vite sur l'outil pour aligner les calques, qui, encore une fois, est pas bien compliqué. Si j'ai deux calques et que je les veux au même endroit, même s'ils ont des parents différents, par exemple le bleu, je vais le mettre enfant de ce nul que je viens de créer, alors je peux simplement sélectionner le bleu, puis le calque sur lequel je veux aligner, et cliquer sur aligner les calques. Et voilà, les calques sont alignés. Il y a quelques options pour aligner en position, rotation, échelle, si jamais on veut aligner que la position et pas avoir les mêmes valeurs d'orientation par exemple, des choses comme ça. Autre outil très simple mais bien pratique, souvent quand on change la durée d'une animation en maintenant Alt et en déplaçant la dernière image clé dans After Effects, alors souvent il arrive que les clés se retrouvent entre deux frames de la composition. Pour remettre les clés sur l'image la plus proche, il y a ce bouton Snap Keys, qui automatiquement les replace. Voilà, c'est très simple, mais pareil, ça peut être bien utile. Le Motion Trail, je n'en parle pas, c'est dans le tuto sur les automations et les expressions, c'est le même outil qu'on retrouve dans le panneau des automations ici. Le Switch IK-FK, comme son nom l'indique, permet de passer de IK à FK facilement pendant une animation. Par exemple ici, j'ai ce bras que je vais animer dans un premier temps en IK, parce que la main est par exemple en contact avec quelque chose. Et si à partir de ce moment-là, j'ai besoin d'animer en FK, pour faire coucou par exemple, c'est plus pratique d'être en FK que en IK, alors je vais simplement, avec le contrôleur sélectionné, cliquer sur le switch, et Duik m'ajoute automatiquement les images clés nécessaires pour passer de l'IK à l'FK, et je peux continuer dans mon animation en FK, très facilement, pour faire coucou, puis redescendre par exemple. Et si j'ai besoin de re-switcher pour refaire un IK à partir de ce moment-là, alors je peux simplement recliquer sur le bouton, et le contrôleur IK se met à la bonne place, tout se prépare pour que je termine l'animation en IK en cas de besoin. Voilà, tout simplement. Et donc j'ai bien le début de mon anime en IK, un passage en FK parce que c'est plus pratique pour moi, et la fin en IK. Voilà, ça c'est les petits outils.
du panneau animation, tout en haut, les outils courants. Les outils de tuning et d'intervalle sont des outils plutôt prévus pour quand on anime en utilisant des blocs comme ça, des images clés en maintien dans un premier temps, dans une méthode d'animation un peu plus traditionnelle, bien qu'ils peuvent aussi servir sur des images clés classiques. Et d'ailleurs, je vais vous montrer d'abord ici, sur ce cube, avec des images clés Bézier. Ce sera plus parlant. Ici, j'ai un cube qui fait un aller-retour, simplement en position et rotation. Ici, je vais commencer par le dernier outil, on voit que les clés du milieu ne sont pas synchronisées, l'outil synchronisé ici permet de régler ça très vite et très facilement. Si je sélectionne des clés et que je clique sur synchro, alors ça permet de très rapidement resynchroniser des clés qui auraient besoin de l'être. Voilà. Si maintenant je voulais qu'il y ait un arrêt de ce cube au milieu, pour avoir une pause, pour faire ça très vite, je peux simplement prendre les images clés et cliquer sur split, séparer, pour en avoir deux, et avoir une pause, et ensuite je peux ajuster ma pause simplement en déplaçant ces deux images clés. Ça, c'est le split. Et le freeze fonctionne un peu de la même manière, mais plutôt quand on est en train d'animer. C'est-à-dire qu'il va dupliquer la dernière clé de l'animation. Par exemple ici, si je veux avoir une période fixe de ce côté-là avant de reprendre une autre animation, par exemple, je pourrais m'assurer d'avoir une période de pause de fixe, je prends cette dernière clé, simplement, et je clique sur freeze, pour en avoir un duplicata très facilement, très vite. Ça marche sur plusieurs calques à la fois, c'est ça l'intérêt, ce qu'on peut pas faire en copier-coller du coup. Et du coup, je peux faire après une autre animation, et j'ai bien ma période de fixe qui a été ajoutée ici. Le curseur en dessous de ces outils permet de créer des intervalles dans une animation qui en général est en maintien. C'est l'équivalent d'un plugin qui s'appelle le Twinner sur Maya, ou de l'outil de Breakdown sur Blender. Par exemple ici, j'ai un cube qui passe d'un côté à l'autre de la composition, et si je veux ajouter mes intervalles dans une manière d'animation un peu traditionnelle comme ça, je sais que au milieu, entre les deux, je vais voir un intervalle, un breakdown, qui est plutôt proche de la deuxième clé. Le curseur permet de doser ça. Comment ça marche? Si je mets le curseur à 0%, alors l'intervalle créé est à la valeur de la clé précédente. Si je mets 100%, alors l'intervalle créé est à la valeur de la clé suivante. Et donc on va comme ça pouvoir créer des intervalles qui se situent plutôt proches de la clé d'avant ou de celle d'après, suivant qu'on accélère ou qu'on ralentit. Si par exemple ici je voulais un cube qui va vite au début et qui ralentit, un amorti, alors au milieu de l'animation, je serai déjà un peu plus proche de la clé d'arrivée, autrement dit avec un pourcentage au-dessus de 50%, et j'ai un cube qui ralentit. Et je pourrais rediviser comme ça. Pareil, au milieu, ici, je peux rediviser pour être encore un peu plus proche du suivant, et voilà, je peux, en animation traditionnelle, faire mon amorti. Donc ça, c'est un outil très classique en 3D, qui va permettre comme ça de subdiviser autant qu'on veut l'animation. Si on voulait au contraire un accéléré puis un ralenti, alors on sait qu'au milieu on serait pile à 50%, et ici comme on accélère, alors en fait on est plutôt un peu plus proche de la clé du début au démarrage, et à l'arrivée on est plutôt un peu plus proche de la clé d'arrivée, en subdivisant ici comme ça. Et on va pouvoir comme ça ajouter nos intervalles assez facilement, de manière très traditionnelle, mais très rapide à faire. Et voilà, comme ça je peux faire mes amortis en animation traditionnelle. Évidemment, quand le mouvement est rapide, on va essayer de subdiviser un peu plus l'animation pour donner un peu de fluidité, là où l'animation est la plus rapide. Les outils au milieu du panneau animation aident au travail de courbe et d'interpolation des animations. Les premiers sont tout simples, ils vont permettre de changer le type des images clés sélectionnées, passant de linéaire à lissage à l'approche, à l'éloignement, lissage facile, le mode continu pour les clés intermédiaires, et maintien pour enlever l'interpolation. Le tout premier point est le mode spécifique des images clés spatiales, le mode roving, déplacement dans le temps. Par défaut, ces boutons modifient les images clés sélectionnées, on peut aussi dans les options demander à la place à créer des images clés sur toutes les propriétés avec ces boutons, plutôt que de modifier celles qui existent. Les curseurs et paramètres prédéfinis en dessous sont des moyens simples de modifier les amortis et les vitesses. Je vous montre avec la courbe ici. Les deux premiers curseurs représentent la longueur des tangentes de toutes les clés sélectionnées, autrement dit la quantité d'amortis. En entrée et en sortie, par défaut, les tangentes sont liées, c'est-à-dire que je travaille aussi bien la sortie que l'entrée sur les images clés. Si je veux des valeurs différentes, alors je peux modifier toutes les tangentes en entrée et toutes les tangentes en sortie indépendamment pour avoir un mouvement un peu asymétrique comme ça. Les curseurs suivants sont sensiblement la même chose, sauf qu'ils vont travailler sur la vitesse, c'est-à-dire l'inclinaison des tangentes. Ce qui est intéressant avec ces curseurs de vitesse, c'est que contrairement à After Effects qui va utiliser des valeurs en pixels par seconde ou degrés par seconde, ici c'est un pourcentage, c'est-à-dire qu'à 0%, la tangente est parfaitement plate, il n'y a pas de vitesse. À 100%, en fait, c'est le mode continu, c'est-à-dire qu'on est
on est à une vitesse correspondant à une image clé en linéaire. À 200%, on va être à 2 fois cette vitesse-là. Et en négatif, c'est la même chose, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a un changement de sens. Ce qui permet d'appliquer des vitesses très facilement à toutes les clés, beaucoup plus rapidement que si on appliquait des valeurs After Effects, en fait. Donc voilà pour ces 4 curseurs. Et si on utilise le même genre d'interpolation sur des clés régulièrement, alors on peut utiliser les presets. Les valeurs à gauche sont les valeurs de lissage, les valeurs à droite sont les valeurs de vitesse en pourcentage. Autrement dit, 100 sont des clés en réalité en continu. À 0, les clés sont à plat, et si je prends un preset avec 100%, alors j'ai une courbe qui est l'équivalent des keyframes d'After Effects en continu. Ça, c'est pour les interpolations dans le temps. Et il y a quelques petits boutons pour aider un petit peu aux interpolations spatiales, qui sont parfois peu pratiques dans After Effects, c'est-à-dire si on n'a pas séparé les dimensions d'un calque et qu'on anime la position, alors on va pouvoir changer le type d'interpolation spatiale des clés sélectionnées. Ici par défaut j'ai une clé en Bézier classique, si je clique sur le premier bouton je la passe en linéaire, j'ai donc un angle dans la trajectoire, parce qu'on parle bien des interpolations spatiales. On peut demander d'avoir une tangente des deux côtés, ou bien d'un seul côté en entrée ou en sortie. Le bouton pour réparer est utile pour un cas bien spécifique dans After Effects. Ce qui arrive régulièrement, c'est que des fois, quand on copie-colle une image clé, comme je viens de faire ici, alors entre ces deux images clés de position, qui sont à la même valeur, j'ai quand même un déplacement, parce que il y a une interpolation spatiale qui se fait entre ces deux clés, qui sont à la même valeur. On voit ici, il y a une tangente entre les deux clés. Et donc, DUI qui va permettre de réparer ces problèmes-là très facilement. Il va regarder si des clés successives ont la même valeur, et dans ce cas, enlever l'interpolation spatiale entre deux. Donc je peux simplement prendre toutes mes propriétés spatiales et cliquer sur le bouton Réparer, qui va enlever ces tangentes qui traînent, et remettre les périodes fixes, réellement fixes, comme on a besoin, en un petit clic très rapidement. Voilà pour les outils d'interpolation du panneau animation, qui sont très très simples, mais bien utiles quand on anime directement des choses simples dans After Effects. La bibliothèque d'animation va permettre très simplement d'enregistrer des animations pour les réutiliser où on veut. Alors, je vous montre ça rapidement, c'est vraiment très très simple. On peut y créer des catégories pour ranger nos animations, comme ici par exemple celle que j'ai prévue pour les tutoriels de Duik. Et puis, une fois dans une catégorie, on peut très simplement sélectionner les clés qu'on veut utiliser dans l'animation, et cliquer sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle animation. On a l'option, si jamais il y a des expressions dans l'animation qu'on veut figer, qu'on veut calculer et convertir en image clé, on a cette option, on peut cocher la case. Sinon, après, il suffit de donner un nom à l'animation, et cliquer sur OK. Je vais faire une petite lecture de cette animation pour vous montrer, celle que j'ai faite au chapitre précédent du tutoriel. Pendant ce temps-là, Duik a automatiquement créé une vignette pour l'animation en question. Si jamais on voulait changer la vignette, on peut simplement éditer l'entrée ici pour cliquer sur Update Thumbnail, et Duik va juste faire une capture de l'image de la composition active en fait et l'utiliser comme vignette. Et maintenant que j'ai mon animation dans la bibliothèque, alors je peux, sur un autre personnage, ou à un autre moment sur le même personnage, un peu comme on veut, je peux venir ici pour appliquer l'animation en question. Et Duik va chercher à réappliquer l'animation sur les mêmes contrôleurs s'il les trouve. Si jamais il ne trouve pas les contrôleurs correspondants parce que le rig est un petit peu différent, comme c'est le cas ici, alors il nous demande la correspondance en cherchant automatiquement à matcher. Donc ici ça marche, on voit que les contrôleurs sont pas au même index, mais il a bien trouvé les correspondances, et donc je peux valider. Et l'animation est automatiquement appliquée à mon personnage. Alors ici, il manque des morceaux de pâte simplement parce qu'il manque la cuisse dans le design, mais l'animation est bien et bien la même des deux côtés, automatiquement. C'est presque tout ce qu'il y a à savoir sur cette bibliothèque d'animation. Ce que je vais vous montrer, c'est simplement aussi que, en fait, la bibliothèque est contenue dans un dossier qui, par défaut, se situe dans vos documents, dans un sous-dossier de Duik. Et donc, toute la bibliothèque d'animation est là, et les animations elles-mêmes sont des fichiers au format DUIO. Et ce qui permet de partager cette bibliothèque. Vous pouvez simplement envoyer les fichiers, par exemple, à un de vos collègues, ou la partager avec un outil comme Dropbox, ou SyncThing, ou OneDrive, ce que vous voulez. C'est vraiment juste ces fichiers-là à partager pour les voir apparaître dans la bibliothèque Duik. Vous pouvez même avoir plusieurs bibliothèques. Si vous alt-cliquez sur le dossier, vous pouvez choisir la bibliothèque à charger, c'est-à-dire le dossier à charger, pour utiliser ici. Donc vous pouvez avoir comme ça plusieurs dossiers de bibliothèque en même temps, et choisir ici avec le bouton des dossiers, tout simplement. Le séquenceur va permettre de répartir les calques dans le temps. Par exemple ici j'ai un tas d'une quarantaine de carrés, et en les sélectionnant tous, je peux utiliser le séquenceur pour les faire apparaître les uns après les autres. Il utilise une interpolation pour avoir une accélération et un ralenti. On voit un petit peu la forme en S de cette courbe, et on a des options pour modifier un petit peu cette vitesse d'apparition. Et donc on va pouvoir choisir la forme de la courbe, soit linéaire, soit un S parfait,
c'est-à-dire un accéléré et un ralenti qui sont parfaitement symétriques, la courbe naturelle gaussienne, avec une accélération plus forte que le ralenti, et puis un simple ralenti uniquement en logarithme, ou une accélération en exponentielle. Pour chacune de ces valeurs, on a le curseur qui permet d'exagérer dans un sens ou dans l'autre la forme de la courbe, de modifier un petit peu la forme de cette courbe, et on peut comme ça essayer plusieurs fois de suite, très rapidement, pour voir le résultat en fonction de cette valeur qu'on va donner. Et donc il suffit d'utiliser plusieurs fois d'affilée pour faire les réglages. On peut décaler les calques dans le temps. On peut aussi, sinon, les changer, les couper pour déplacer les points d'entrée à la place. Le calque n'est pas déplacé, c'est son point d'entrée qui est coupé. Couper les points de sortie, si on veut faire une disparition plutôt qu'une apparition. Ou bien décaler les calques dans le temps, c'est-à-dire qu'en fait ça les décale complètement. Ces options fonctionnent aussi sur les images clés. Si par exemple on a des clés de rotation, alors au lieu d'utiliser les calques, je vais pouvoir faire la même manipulation sur les images clés pour décaler des images clés dans le temps. Voilà. Et ça utilise les mêmes fonctions, la même manière de faire. Il suffit simplement de d'abord sélectionner les images clés qu'on veut, puis ajuster les différents paramètres et cliquer sur le bouton séquence. Voilà qui est bien pratique quand on veut aligner des calques dans le temps, les séquencer des calques ou des animations entre elles. La feuille d'expo, le cross sheet en anglais, va permettre de régler un petit peu l'exposition de vos animations, c'est-à-dire en gros le nombre d'images par seconde. C'est très utile quand on fait du compo, qu'on mélange à de l'animation traditionnelle ou qu'on veut donner un style un peu traditionnel à nos animations. Ici j'ai l'animation d'un carré bien fluide, et simplement je vais cliquer sur cross sheet pour ajouter en haut de la compo un calque d'effet qui va me permettre de régler l'exposition de l'animation, c'est-à-dire de modifier le nombre d'images par seconde. Ça se règle sur l'effet, alors il y a un effet de time warp qu'on va juste ignorer, et je vais vous parler des réglages sur l'effet cross sheet lui-même. Il y a différentes manières de le régler, sachant que tout est animable. Le mode par défaut, c'est le mode durée d'image, c'est-à-dire qu'on va décider que chaque image est visible pendant, ici, 2 frames de la compo. Autrement dit, ma compo qui était à 24 images par seconde vient de passer à 12 images par seconde, tout bêtement. Si je mets 3, je passe à 8 images par seconde, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est que ce mode est animable, parce que ce qu'on fait d'habitude en animation traditionnelle, c'est qu'en fait on a plus d'images par seconde, on a une exposition plus réduite quand les mouvements sont rapides, et on a une exposition un peu plus longue quand les mouvements sont lents. Et donc on va pouvoir utiliser ça sur le cross-sheet en animant cette frame duration. Donc je vais simplement ajouter des clés en maintien, parce que ça n'a pas de sens d'interpoler cette valeur, on passe de 3 ou 4 images par seconde à 2 à 1 sans interpolation. Et puis au début de mon animation, quand le carré est rapide, en fait je vais exposer à 1. C'est-à-dire avoir toutes les images. Et puis quand il va commencer à ralentir, je vais par exemple pouvoir passer à 2, puis comme il va encore plus ralentir, pourquoi pas passer à 3, voire même encore plus loin, à 4 pour la fin. Et ça, c'est un travail qui va vraiment donner un aspect très traditionnel à l'animation, et surtout ça va permettre de matcher l'animation qu'on aurait importée d'un logiciel d'animation traditionnel et qui serait animé comme ça, par exemple TV Paint ou Krita. Si j'ai importé mon animation de TVPaint ou Krita, plutôt que de faire ce travail à la main de changer le nombre d'images, on va utiliser un des autres modes. Le mode cross sheet, par exemple, va permettre de définir l'exposition en mettant des clés sur la propriété cross sheet. Peu importe la valeur de la clé, que ce soit coché ou pas coché, ça change rien, c'est juste qu'il faut avoir une clé. Et en fait, l'animation va changer à chaque fois que je vais mettre une clé. Ce qui permet, si on lit l'animation traditionnelle, de ajouter une clé chaque fois que l'animation traditionnelle change d'image, et donc de suivre parfaitement l'exposition de l'animation traditionnelle qu'on a importée. C'est ce que font d'ailleurs automatiquement nos outils d'import d'animation Krita ou TV Paint qui sont disponibles dans notre autre outil qui s'appelle DUIO, comme du DUF Input Output, qui est un outil qui permet d'importer, exporter aussi bien les animations traditionnelles TV Paint que les animations traditionnelles sur Krita. Les autres modes fonctionnent de la même manière, c'est une histoire de confort après, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre des clés sur la propriété cross-sheet, on peut sinon utiliser des marqueurs sur le layer. À ce moment-là, en fait, ici, l'animation va changer à chaque marqueur que je vais ajouter sur le calque. Voilà, ce qui va me permettre, encore une fois, de synchroniser toutes mes animations ensemble. Ou bien, si on veut travailler sur la composition entière, alors on peut utiliser les marqueurs qu'on va mettre ici, cette fois-ci, sur la composition. Voilà. Et l'animation
se synchronise à ces marqueurs qu'on met sur la composition. Donc voilà, c'est un outil qui n'est pas bien compliqué à utiliser, mais qui va être très très pratique pour travailler avec de l'animation traditionnelle. A noter que ici je l'ai créé sans sélection, et donc ça a créé un calque d'effet en haut de la composition. On peut aussi, sinon, si on le souhaite, sélectionner des propriétés pour créer l'effet directement via une expression dans les propriétés sélectionnées, et à ce moment-là, ça se règle sur le calque qui était sélectionné au moment où on a créé l'effet. Ce qui permet d'en avoir des différents en fonction des propriétés, ou bien avec un calque d'effet tout en haut de la composition. L'outil d'animation traditionnelle, de Cel Animation in English, permet de créer rapidement des animations trad in After Effects. On peut commencer par créer un nouveau celluloïd et double-cliquer dessus pour utiliser les pinceaux d'After Effects pour peindre directement sur ce nouveau calque. Comme vous le savez sans doute, quand on dessine en utilisant l'outil pinceau d'After Effects, il peut être animé. Et l'outil d'animation trad de Duik utilise ça pour vous aider à créer des animations traditionnelles directement in After Effects. Je vais vous montrer rapidement avec une animation simple. Alors, bien sûr, vous ne ferez pas une belle animation avec ça dans After Effects. Les pinceaux sont pas faits pour, After Effects en lui-même n'est pas fait pour ça, c'est pas terrible. Mais ça permet de faire de bons brouillons, des storyboards, des exemples d'animation à cleaner plus tard, par exemple. Ou pour des effets simples, ça peut être utile. Alors, je vais vous montrer en animant rapidement une goutte rouge, comme ça. On va dire que c'est du sang, ou je ne sais pas, on verra. Donc voilà la première image de l'animation, et je peux choisir l'exposition de l'animation et cliquer sur le bouton suivant pour dessiner l'image suivante. Je vois toujours l'image précédente avec une opacité réduite, ça c'est la pelure d'oignon qui permet ça. Tout est automatisé par Duik pour m'aider à animer rapidement une goutte ou n'importe quoi. Attention à utiliser uniquement les boutons de Duik pour aller d'une image à l'autre, et ne pas utiliser l'indicateur de temps de After Effects, ne pas vous déplacer dans After Effects. Parce que on doit aller de deux images à la fois, ou trois, ça dépend de l'exposition, et quand on utilise les boutons de Duik, ça met à jour automatiquement la pelure d'oignon, donc utilisez uniquement les boutons de Duik pour aller d'une image à l'autre. Et puis, une fois que vous avez terminé, pour vérifier l'animation, retournez dans la compo et désactivez l'onion skin pour l'enlever toutes les clés d'opacité automatiquement, et puis vous pouvez prévisualiser l'animation. Donc voilà, ça c'est super pratique pour faire des animations rapidement comme ça peut être très utile pour des brouillons. Il y a quelques petites options ici évidemment pour choisir la pelure d'oignon, les opacités avant et après l'image actuelle. On peut aussi choisir combien d'images on veut avant et après l'image actuelle, quand on utilise la pelure d'oignon ici. Et quand vous créez un nouveau celluloïd, vous pouvez add-click pour le créer sur le calque existant, ou simple-clic pour créer un nouveau calque, pour ajouter autant de celluloïds qu'on veut d'animation. Pour mettre la théorie en pratique, vous pouvez suivre la formation complète et officielle en vidéo à Duik Angela, qui est dispo sur rxlaboratory.org, le lien est dans la description de la vidéo.